Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Cinéden Sublime, le podcast qui aborde les thèmes de la sensualité et des sexualités de tous les êtres humains. Peu importe le genre, l'orientation ou les pratiques sexuelles de celui qui écoute, cet espace est destiné à toutes les personnes avisées, curieuses, confirmées ou non, qui prônent l'ouverture d'esprit, le respect et la bienveillance. Cet espace est chaleureux, intime, sans gêne et sans tabou. Je vous invite à me suivre, nous partons ensemble en s'exploration. Le vêtement est-il l'objet du désir ? Le désir est-il l'instrument du vêtement ? La sexualité influence-t-elle la mode ou serait-ce plutôt la mode qui s'incline sous la joute des genres et des injonctions qui en découlent ? Édouard, véritable passionné du vêtement, archive humaine de l'histoire du tissu, a accepté de répondre à mes questions aujourd'hui, rien que pour vous. Édouard, peux-tu te présenter, s'il te plaît ? Alors bonjour Morgane, je m'appelle Édouard, je suis un passionné de vêtements, d'art, de culture en général. Et je suis aussi le copapa avec Gabriel d'une plateforme digitale dédiée aux représentations stylistiques dans l'art qui s'appelle Figure de Style. Voilà. Où est-ce qu'on peut la retrouver, cette chaîne ? Alors on peut la retrouver sur le compte Instagram Figure de Style et aussi sur le site internet Figure de Style, figure avec un S et style avec un S. Voilà. Ok. Aujourd'hui, on va parler donc sexualité, vêtements, style, etc. C'est quoi le vêtement pour toi ? Alors le vêtement pour moi, d'abord, c'est la continuité de notre être. C'est la prolongation de notre corps. C'est-à-dire que le vêtement est le reflet de notre personnalité. Certes, ça peut être un bout de tissu, ça peut être un accessoire, mais il est avant tout le reflet de ce que nous sommes et de ce que l'on a envie de montrer aux autres et dans la société. Voilà, c'est pour moi déjà le premier point principal par rapport aux vêtements, le reflet de soi-même. Et quel est ton rapport, toi, directement aux vêtements ? Alors mon rapport aux vêtements, c'est d'abord quelque chose, donc comme je disais au préalable, c'est vraiment quelque chose qui me passionne, tant que ce soit les matières, les couleurs, les formes, mais c'est l'expression de ma personnalité. C'est-à-dire que j'ai une personnalité qui est telle qu'elle, et à travers le vêtement, j'essaye de l'exprimer, j'essaye de la mettre au grand jour et de la mettre en lumière. Donc pour moi, c'est juste une façon d'être moi-même, le vêtement. Donc je vais m'habiller, non pas pour les autres, non pas pour le regard des autres, mais je vais m'habiller parce que je me sens bien avec moi-même et j'ai envie de montrer aux autres cette facette de moi, pleine et entière. Voilà. Tu m'avais dit quelque chose qui m'avait beaucoup marqué. Je ne pourrais retranscrire exactement cette phrase, mais tu associais l'âme d'une personne aux vêtements. Voilà. C'est vrai parce que on est dans une société où tout est calibré, il y a des cases. C'est-à-dire que par exemple, si je devais prendre le conseil en vêtements, aujourd'hui, on est très sur la morphologie. Donc il y a un abécédaire de la morphologie, vous avez une morphologie en H, en O, en P, en A, et il va falloir vous habiller en fonction de votre morphologie, en fonction de votre corps. Et c'est ce que je trouve le plus triste, parce qu'on n'est pas qu'un corps. Notre corps, comme disait Victor Hugo, l'âme est le seul oiseau qui soutienne sa cage. Donc oui, c'est peut-être une cage, mais c'est notre plus belle des cages. Et il faut la sublimer. Et il faut la sublimer en fonction de notre personnalité. Et aujourd'hui, le plus difficile pour les personnes, c'est de s'écouter, de s'approprier qui ils sont, leur corps, et de pouvoir, à travers leurs vêtements, exprimer ce qu'ils ont au fond d'eux-mêmes. Donc vraiment, il y a un décalage total entre ce que la société veut promouvoir, par exemple le body positive, qui est quelque chose d'extrêmement beau, d'extrêmement louable, mais en même temps, il privilégie les cases. Et c'est ça qui est très contradictoire, parce qu'on va dire à une personne, oui, ce n'est pas grave si vous portez tel ou tel vêtement, c'est pas le mal si votre corps ne fait pas du 34 ou du 36, mais en même temps, il faut que vous rentriez dans une case. Et c'est ce qui est le plus complexe pour les personnes aujourd'hui, c'est de trouver le juste milieu entre être bien dans son corps et en même temps pouvoir exprimer à travers le vêtement ce qu'ils sont, ils ou elles sont. Voilà. Peux-tu me parler de l'évolution du vêtement au fil du temps et son impact sur le genre ? Alors, l'évolution, moi je prendrais un exemple qui peut être assez pertinent et qui peut-être parler aussi les personnes qui nous écoutent, c'est le rapport entre
le 17e, 18e siècle, donc 200 ans en fait d'histoire du vêtement, et l'époque plus contemporaine, début du 20e. Au 17e et 18e siècle, on est bon, il y a un genre, il y a quand même des codes. Les hommes sont habillés d'une telle manière, on le voit très bien à l'époque de Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, où il y a ces grandes vestes, ces pantalons aux culottes de soie avec des collants, des mocassins vernis, et les femmes vont être en corset, vont être en robe. Donc il y a quand même un genre, mais par rapport au tissu choisi, on va dire aux matières choisies, il n'y a pas de genre. On va utiliser tant pour les hommes que pour les femmes de la dentelle, de la soie. Les hommes vont se maquiller, vont se poudrer, vont mettre des perruques. Il va y avoir tout un apparat qui va être presque, si je puis me permettre, non genré. Et alors que oui, il y a des codes tant pour les hommes que pour les femmes. Mais il y a un peu plus de, comment dire, c'est peut-être, le mot est pas très pertinent, mais il y a un peu plus de fun. On va se laisser aller. Alors là, je parle vraiment d'une couche sociale, on est vraiment dans la noblesse ou l'aristocratie. Mais il y aura un peu plus de fun, on s'amuse avec le vêtement. Et on s'amuse avec les choses. Les perruques de Marie-Antoinette, où il y avait presque des maquettes de bateaux à l'intérieur de ces perruques qui étaient absolument gigantesques. On va s'amuser avec tout ça. Et c'est peut-être l'opulence aussi de cette noblesse de l'époque. Et après la Révolution française et dans l'époque contemporaine, on va avoir quelque chose de beaucoup plus rigide. Et ça va s'exprimer à partir de la fin du 19e, où par exemple les hommes ne peuvent pas porter autre chose que du noir en ville. Ce n'est pas possible. Vous portiez des chaussures marron à cette époque-là, c'était banni. Il y avait juste que à la campagne qu'on pouvait se faire, comment dire, qu'on pouvait oser la chaussure marron. Donc c'est quand même très très dérisoire. Et on va dire que tout ça va continuer. Après, va y avoir, on va dire, pendant les années 20, on va avoir quelque chose aussi, peut-être de non-genré, où on va encore s'amuser, on va être après la Première Guerre mondiale, donc on va essayer de s'amuser, on va moins porter attention au niveau du genre, il va y avoir beaucoup plus de couleurs, et après la Seconde Guerre mondiale va encore installer une époque assez rigide, pour arriver dans les années 60 à une expression libre et entière du vêtement, mais aussi de sa sexualité. La jeunesse va aller aussi à l'encontre des codes, des mœurs de leurs parents ou de leurs grands-parents, et vont s'exprimer pleinement. Donc l'évolution, on pourrait prendre différentes époques, l'Antiquité, on pourrait prendre plein de choses, mais ce qui est intéressant de dire, c'est qu'il y a toujours eu un genre dans le vêtement. Il y a toujours eu des vêtements pour hommes, entre guillemets, je mets vraiment des très très gros guillemets sur ça, et pour femmes, mais on a, à certaines époques, des matières, des formes qui, elles, étaient peut-être non genrées. Voilà. Et aujourd'hui, qu'en est-il ? Aujourd'hui, je pense que déjà, c'est beaucoup plus libre, même si on est quand même dans une société, comme je le disais au départ, où on veut quand même que les gens entrent dans des cases. Je trouve que les gens s'expriment beaucoup plus. Et notamment, j'invite aussi les personnes qui vont écouter cette émission, ce podcast, à écouter tes autres podcasts, notamment qui concernent le vêtement, de près ou de loin, avec le latex ou d'autres, où on va plus cacher d'une certaine manière. On va plus se cacher par rapport à certains vêtements. On va oser en fait les arborer dans la rue ou arborer même dans l'intimité. On va plus le cacher peut-être à l'autre. On va moins avoir de tabous. Il y a toujours des tabous, c'est sûr. On est une époque en pleine construction où il y a encore beaucoup de choses à faire, où la société n'accepte pas encore certains types de sexualité, certaines expansions pas expansion, mais expressions de genre. Mais aujourd'hui, depuis les années 60, on accepte beaucoup plus. Mais voilà, ça reste encore assez très léger. Est-ce que tu peux me dire pourquoi on associe le vêtement à une intention sexuelle ? Alors, par rapport à cette question, je pense qu'il faut la renverser parce que c'est pas le vêtement qui est une intention. Les gens vont beaucoup penser ça. On aura toujours ces réflexions de type dans la rue qui vont dire juste parce qu'une nana est en décolleté, enfin une femme, excusez-moi, est en décolleté ou en mini-jupe, c'est une invitation au sexe, etc.
Mais là, c'est pas le vêtement dont on va parler, c'est du corps en fait. C'est-à-dire que il y a un gros problème, non pas avec le vêtement, non pas avec le tissu, mais avec un complexe autour du corps, autour de la chair, autour du fait que la peau est nue, alors que notre peau est certainement notre premier vêtement. On est né avec, c'est ce qui recouvre nos muscles, c'est ce qui recouvre nos os, et c'est ce qui nous permet d'être être humain. Alors oui, on n'a pas de fourrure, on n'a pas d'écailles, on n'a pas de plumes, mais notre corps est c'est notre enveloppe charnelle. Et ce qui est drôle, c'est que notre enveloppe charnelle n'est considérée que comme quelque chose d'intime. Alors oui, on va peut-être pas pour éviter d'effrayer les gens dans la rue se balader à poil, mais même si ça peut se faire, bien sûr. Mais il y a déjà avant tout un gros problème sur ça, parce qu'à une certaine époque, dans les années 40-50, les hommes étaient complètement en fascination devant ces femmes qui montraient à peine leurs mollets. Donc c'était complètement dérisoire. Alors qu'aujourd'hui, on exprime beaucoup plus notre corps, on exprime beaucoup plus notre chair, et pourtant, pour moi, le problème principal vient du corps. Il vient du corps, il vient de ça, il vient pas du vêtement. Et que les hommes, tant les hommes que les femmes, ont peut-être des complexes par rapport à ça, et vont croire que l'attirance sexuelle ou la sexualité, ces choses-là vont se faire à travers le vêtement, alors que c'est juste une non-acceptation où on ne va pas respecter le corps de l'autre, tout simplement. Donc je pense que déjà, voilà, il faut revenir au corps, à la peau, à la chair, et respecter d'abord la peau, la chair, le corps, qu'elle ne doit pas être respectée seulement dans l'intimité de la relation, mais aussi tout le temps. Voilà. Comment la mode a pu influencer la sexualité à travers les époques ? Alors bien sûr, on peut dire que la mode peut influencer la sexualité, c'est sûr. Mais si on reprend tout ce que l'on a vu depuis le début, je pense que c'est plus la sexualité qui a influencé la mode, ou du moins des mouvements de contestation ou de liberté qui ont permis de libérer d'abord l'esprit. On a parlé du corps, mais c'est pareil, c'est-à-dire qu'on libère son esprit de certains codes, de certains carcans, qui nous permet d'exprimer notre corps, donc notre sexualité après, et qui après, aux yeux de tous, ensuite, nous permet de nous exprimer à travers le vêtement. Et donc, si on prend les années 60, qui est vraiment une période où on va faire un tabula rasa de tout ce qui a été édicté, édifié par le passé, par leurs parents, par les grands-parents, du jour au lendemain, on va mettre la mini-jupe, on va avoir Chanel, bon, un peu bien avant, mais qui va, elle, prendre des vêtements du vestiaire masculin pour les mettre chez les femmes. Je pense notamment au pantalon. Le pantalon était interdit pour les femmes. Il était interdit dans les années 30, 40, 50 qu'une femme soit en pantalon. C'était, alors là... c'était pire que la prison, là. C'était sacrilège. C'était sacrilège. Donc, il fallait une jupe et encore qu'elle s'arrête au mollet. Mais, et après, plus tard, Yves Saint Laurent qui a repris la saharienne, ou qui va prendre le costume. C'est-à-dire que là, on va prendre le smoking, on va l'adapter pour la femme. Donc, on va créer, en fin de compte, quelque chose. On va créer des vêtements qui vont infirmer un genre, une sexualité, et qui vont peut-être donner de surcroît une attirance sexuelle par rapport à ça, parce que on va se déjouer de tous les codes, de quelque chose qui était autoritaire, masculin, viril. On va l'offrir, on va donner l'opportunité à la femme de porter ces habits-là, et donc d'incarner des figures non plus, et je le dis aussi avec des gros guillemets, parce que quand on voit des films en noir et blanc, c'est ce qui se passe, c'est qu'on a l'homme qui est extrêmement viril, alors on le prend des fois sous un angle, même s'il n'est pas très grand, on essaie de le prendre en contrebas pour qu'il paraisse énorme par rapport à la femme qu'il a à côté de lui, qu'il ait une carrure gigantesque. Donc on va avoir ce qu'on appelle ces power suits, donc ces costumes avec beaucoup de padding, beaucoup d'épaules, qui vont inspirer l'autorité et la virilité, alors que la femme était une espèce de potiche qui regarde cet homme avec des yeux brillants dans les yeux, enfin avec de la lumière dans les yeux. Et quand dans les années 60-70, Yves Saint Laurent va arriver avec le smoking pour la femme, d'un coup, les choses vont se renverser. On va être, non plus l'homme peut être fort, autoritaire, mais là, la femme aussi, on va incarner ça, on va non-genrer tous ces termes-là, va plus y avoir toutes ces choses-là, et on va même, ça va donner une sorte d'attirance sexuelle. Parce qu'on va se dire, mais tiens, au final, on le porte, mais quand c'est l'autre qui la porte, la femme qui la porte, ça nous attire.
Parce que nous aussi, on a peut-être envie que l'autre joue une figure de virilité ou une figure d'autorité, alors même que l'on est un homme et que la société nous oblige d'incarner une figure de virilité ou d'autorité. Donc, je pense que c'est plus, voilà, comment la sexualité a changé la mode ou a inspiré la mode de certains. C'est quoi le beau pour toi ? Ah, le beau, c'est... Déjà, bon, c'est déjà subjectif. Déjà, il faut partir sur ça, c'est déjà très subjectif. Mais le beau, c'est l'expression de soi. C'est-à-dire que quand vous voyez une peinture, quand vous voyez un styliste faire une robe, ou quand vous voyez n'importe quel artiste s'exprimer, vous voyez déjà quelqu'un qui s'exprime à nu. C'est-à-dire que quand un écrivain écrit un livre, il se sacrifie. C'est-à-dire qu'il rend visible quelque chose dans son intimité, il le rend public. Ça ne lui appartient plus. Et pour moi, c'est ça le beau, c'est-à-dire qu'à un moment, une personne va donner, tout simplement, va donner quelque chose, va donner une lumière aux autres, et que les autres vont pouvoir l'acquérir. Alors, est-ce qu'ils vont comprendre cette lumière-là ? Est-ce qu'ils vont voir l'intention qui est derrière ? Peut-être pas tous, et ce n'est pas ce que cherche l'artiste, mais pour moi, c'est le beau. Et dans le vêtement, c'est ça, c'est l'expression de soi. Et avant tout, c'est déjà très dur, le vêtement, parce qu'il faut s'aimer. C'est une quête qui est sans fin, des fois. Parce qu'avec la société, le beau va être... un moment, ça va être, oui, le beau, il faut avoir une grosse poitrine, des grosses fesses, ou pour les hommes, il faut être musclé, il faut aller à la salle, etc. Et ça, c'est une figure du beau, ou de la belle. Alors que le beau, c'est tout simplement l'expression de soi. On s'en fout de tous ces trucs-là. Excuse-moi, c'est peut-être vulgaire, mais enfin, quand je vois une personne, même si l'esthétique vestimentaire ne correspond pas à mon idéal, mais si je vois que son vêtement, ce qu'elle porte, est en lien direct avec ce qu'elle est, quand elle parle, ça se voit, quand elle se mouvoie, quand elle s'exprime, etc., ça se voit que ça fait un tout homogène. Là, c'est beau. Parce qu'on a la personne qui est pleine et entière. Et des fois, c'est même beaucoup plus attirant qu'une personne qui est nue. Parce que quand elle est nue, oui, c'est bien sûr, ça... mais pour moi, on voit 50% de la personne. Parce que quand elle est nue, on peut croire qu'on la voit de manière entière, on la voit comme un être humain presque fragile, qui a que sa peau à donner à voir, ou peut-être elle s'exprime pleinement à travers son corps, mais pour moi, il y a beaucoup plus d'attirance avec le vêtement, parce qu'on joue avec le vêtement, on s'amuse, on exprime aussi quelque chose, on donne une image, non pas pour plaire aux autres, mais d'abord l'image de soi-même pour se plaire soi-même. Et c'est ça qui m'attire énormément et qui représente ma vision du beau. Voilà. Ça me fait penser à la lingerie un peu, qui est l'extension d'une pseudo-nudité tout à fait, ouais. assumée. Qu'en est-il chez les hommes ? Oula, alors chez les hommes... Chez les hommes, c'est avec le petit H. Oui, avec le petit H. Alors chez les hommes avec le petit H, c'est complexe parce que, il y a deux trucs. Il y a deux écoles. Enfin, même trois écoles. Il va y avoir l'école qui, elle, va peut-être réimporter. C'est-à-dire que, parce que ça gêne ça gêne tout simplement leur corps. Il y en a d'autres qui vont porter des trucs très flashy, est-ce qu'on veut montrer quelque chose, et que aussi il faut que même à travers le caleçon ou le boxer, ou même à travers la lingerie, il faut que ça pète de tous les côtés, et d'autres qui vont être plus mesurés par rapport à ça. Mais on n'a pas, à contrario des femmes, ou peut-être que je me trompe, de choses qui vont exprimer la sensualité ou exprimer le désir. Du moins, je le vois pas. Alors oui, on peut avoir de belles matières. On peut avoir de très belles matières. On peut avoir vraiment des choses qui soient très très bien faites dans des beaux cotons ou dans de la soie. Ça existe. Ça coûte très 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 cher. Mais on n'a pas ça. C'est plus une vision qui est très
féminine. Et là, après, la féminité peut s'exprimer chez l'homme avec un petit h, bien sûr, mais quand on voit ce que l'on donne, si vous allez dans n'importe quel magasin, vous allez avoir les boxers, les caleçons. Généralement, c'est des teintes qui sont plus monochromes et plus simplistes possibles. Vous n'allez pas avoir de trucs un peu fun, qui va sortir un peu du lot. Pas du tout. Et quand ça sort du lot, c'est généralement, c'est pas, non pas, j'oserais pas, Morgane, dire que c'est pas de bon goût, c'est pas ça. Mais des fois, c'est un peu too much. On a l'impression que c'est Ibiza dans son slip, donc c'est un peu compliqué. On n'a pas de choses qui soient où le raffiné, où le raffinement en fait habille même l'intimité de l'homme. C'est très, ça, je pense pas. Peut-être que ça existe dans d'autres cultures, je ne sais pas. Mais en tout cas, chez nous en France. Je vois pas. Et puis même mes amis autour de moi, pour eux, ils achètent un truc, ils en ont rien à faire. Déjà, même s'habiller, ça les embête. Donc ils enfilent juste un truc et puis c'est terminé. Voilà. Est-ce qu'il y a une question que je n'ai pas posée, que tu aurais aimé être présente dans le cadre de ce podcast ? Encore une fois, je pense que ce qui... la question, on en a un peu parlé, mais vraiment la question qui aurait pu manquer, c'est l'acceptation de soi par rapport aux vêtements. Parce que... et la sexualité ou le désir. C'est-à-dire comment le vêtement peut être un accessoire du désir au service de la personne et au service de la personnalité. Parce que on pourrait croire, certains auront l'image, par exemple, je crois que je me trompe pas, hein, si c'est le grand blond avec une chaussure noire, où il y a Mireille Darc qui arbore à un moment donné, enfin dans le film, elle a une robe noire, donc qui recouvre tout l'avant de son corps, mais où l'arrière, il y a un énorme dos nu qui plonge avec un décolleté extrêmement plongeant et où on voit ses fesses. Et là, d'un coup, on se rend compte que elle ne porte pas de lingerie du tout. Et la question qui aurait pu être intéressante peut-être en plus de poser, c'est est-ce que c'est le vêtement qui peut amener le désir ou est-ce que c'est la personnalité qui le fait en fait encore une fois ? Et où est-ce que le vêtement peut être un objet de désir ? Ou est-ce que l'imaginaire du corps... Exactement, voilà, le fantasme. Le fantasme. Qu'il y a, oui, exactement. Le fantasme, voilà. Et le vêtement, à partir de ce moment-là, est un accessoire du fantasme. On va jouer du vêtement, et d'ailleurs, on a tous fait l'expérience de rencontrer un jour une femme, un homme dans la rue, extrêmement bien habillé. Alors là, extrêmement bien habillé, ça c'est par rapport à nos codes, mais même au-delà de tous nos codes-là, où on voit qu'il y a quelque chose qui va se passer. Parce qu'il y a une allure. Le vêtement, de toute façon, on le sait tous, c'est que peut y avoir A qui va s'habiller comme ça va être extrêmement bien, et B qui va le faire, ça va ressembler à un clown. Parce qu'il va y avoir l'allure et la personnalité qui va donner de la coloration au vêtement. Et c'est pareil pour le désir. On va être face à des hommes ou face à des femmes qui vont arborer des vêtements qui peuvent être assez simples d'une certaine manière, mais qui par leur personnalité et leur être vont être sublimés. Alors voilà, en plus, on est même dans le titre, c'est vraiment sublime. Et c'est ça, la quintessence de la beauté à travers le vêtement et du désir à travers ça, c'est comment on se sublime avec le vêtement. Il faut s'amuser avec le vêtement. Que ce soit dans l'intimité, que ce soit dans la rue, que ce soit même dans le monde professionnel, où on essaye de nous dire, alors maintenant le monde professionnel en plus, oui, alors le vendredi on fait tomber la veste parce que le vendredi il faut que ce soit cool, ou on ne met plus de cravate, on ne met plus de trucs, laissez les gens tranquilles s'exprimer par rapport à leurs vêtements. Les conseils par rapport aux vêtements sont des fois... Et leur corps. Et leur corps. Et leur corps. Mais quand je parle de vêtements, de toute façon, c'est l'expression de votre corps. Mais laissez les gens tranquilles par rapport à ça. On fait ce qu'on veut, c'est déjà une lutte permanente pour déjà se sentir bien dans son corps et s'aimer. Et si en plus, on peut avoir des gens bienveillants qui nous conseillent, non pas par rapport à notre morphologie, mais par rapport à ce que l'on est, et voient véritablement ce que l'on a envie d'exprimer à travers notre vêtement, bah ça c'est le principal. Et derrière, qu'importe ce que les gens porteront, si votre vêtement vous sublime parce que vous êtes en accord avec celui-ci, avec ce dernier, eh bien, l'expression de votre sensualité, il va se dégager un désir, va se dégager une sensualité, on va être attiré, les gens vont vous regarder, parce que vous allez être libre. Et le vêtement, c'est ça. Beaucoup de gens vont penser que le vêtement est un carcan, que la
que porter la cravate, c'est comme si on se pendait d'une certaine manière. Alors que des fois, c'est juste l'expression de notre propre liberté. Et il faut s'amuser, et c'est tout. Et c'est le principal. Et amusez-vous et surtout aimez-vous. Voilà. Merci beaucoup Édouard, merci à vous. Merci beaucoup Morgane. Ce podcast me fait penser en opposition, peut-être même en association au podcast que j'ai fait l'an dernier sur la nudité, que je vous invite d'ailleurs à écouter pour peut-être naviguer entre Édouard et Maëva avec qui j'avais fait ce fameux podcast pour voir On peut aller encore plus loin. Voilà, pour étendre encore plus ce sujet. Merci à vous et à très bientôt. Si vous souhaitez témoigner sur un sujet autour de la question du genre, des orientations ou pratiques sexuelles, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram @Cineden Sublime Podcast. Ou bien si vous désirez prendre rendez-vous pour une consultation en sexothérapie ou alors participer à mes ateliers sexo, je vous invite à vous rendre sur mon site internet cinedensublime.com. Si évidemment vous appréciez ce podcast, montrez-moi votre soutien, que ce soit avec un like, un partage, un commentaire sur votre plateforme audio d'écoute, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict, YouTube ou bien même sur cinedensublime.com. Ça fait toujours plaisir. À très bientôt.